Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand. Le débrief, épisode 6, donc ce lundi avec Radio VFM et Foot Normand, votre rendez-vous consacré au Stade Malherbe au HAC et au foot régional. À mes côtés, toujours donc pour cette deuxième partie, Mathieu Billet de Foot Normand. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Deuxième partie consacrée, on le disait, au Stade Malherbe. Le championnat de France de Ligue 2 faisait relâche évidemment ce week-end en raison de la trêve internationale. Et c'était week-end de coupe, un 7e tour marqué par l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. À peine entré en lice, aussitôt balayé de la compétition. Les Normands ont été éliminés de manière peu glorieuse samedi sur le terrain de Saint-Malo par l'équipe de Dinan-Léon, pensionnaire de National 3. On y revient évidemment dans un instant. Deuxième partie, on le disait, avec le Stade Malherbe. Et pour parler du Stade Malherbe, qui mieux que Guillaume Lenné, responsable des sports à Ouest France, suiveur attentif du club depuis une quinzaine d'années déjà. Salut Guillaume. Salut tout le monde. Bon, contrairement à son homologue havrais, le Stade Malherbe n'a pas connu un week-end très fructueux, alors qu'on aurait pu croire que la Coupe de France allait constituer une bonne occasion pour le Stade Malherbe de renouer avec la victoire. Eh bien non, la troupe de Stéphane Moulin s'est faite sortir par Dinan-Léon, on le disait, équipe de N3, un partout. Le score à la fin du temps réglementaire, 4 tirs au but 1 pour la victoire des Bretons. Il y avait un partout, donc à la fin du temps réglementaire, j'y faisais référence. Les Rouges et Bleus pouvaient déjà se considérer comme quasi miraculés, Nuno D'Acosta ayant égalisé à 3 minutes seulement du coup de sifflet final. Les Bretons, eux, avaient ouvert le score dès la 4e suite à un corner où des Canets avaient fait preuve un petit peu de largesse, il faut bien le dire, sur le marquage. Alors à ce moment-là, on a cru que Malherbe allait finalement peut-être s'en sortir, mais la séance des tirs au but leur a été fatale. On rappelle qu'il n'y a plus de prolongation en Coupe de France, ces séances de tirs au but directement. Onyangé et Cissé ont raté leur tentative. Dinan-Léon, pour sa part, a signé un sans faute. Eh bien voilà, à l'exception de la défaite sur tapis vert en 2005 contre Longness, c'est la première fois que le Stade Malherbe est éliminé par un club amateur depuis 2001. C'était la Montagnarde à l'époque, un club de division d'honneur, la DH devenue la Régionale 1. Guillaume, est-ce qu'on peut considérer que le Stade Malherbe a tout simplement touché le fond samedi ? Alors en toute franchise, j'ai pas vu le match, donc déjà effectivement on peut faire des analyses. Je sais pas si tout le monde a vu le match, effectivement, y compris parmi les supporters du SM Caen. Effectivement, les échos qu'on a tous eus, c'est que ça a été assez catastrophique, puisque c'est une élimination logique et méritée entre guillemets. Donc ce qui est quand même le pire, puis le pire constat qu'on peut dresser, parce que ça peut arriver des exploits en Coupe de France d'un petit contre un gros. Il n'y a pas de réussite, les poteaux, la barre, tout ce que vous voulez. Sauf que là, c'est même pas le cas. Donc en fait, c'est ça qui est le plus peut-être même le plus inquiétant et le plus fâcheux, au-delà d'une élimination d'un club pro de Ligue 2 contre une N2 ou une N3. Voilà, donc est-ce qu'on a touché le fond ? Probablement, puisque déjà c'est dans la manière. C'est impossible de dominer et de faire le boulot. Au moins dans le contenu contre une équipe de N3, ça veut dire que le mal est profond et que, comme disait Stéphane Moulin il y a quelques temps déjà, l'équipe est malade, quoi. L'équipe est malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a beaucoup de faisceaux d'explications pour le cerner, ça. Mais là, oui, ça prend quand même un mauvais virage, cette histoire autour du Stade Malherbe, je trouve. Ouais. Mathieu, comment qualifier cette déroute ? Parce que franchement, c'est difficile de trouver des excuses au Stade Malherbe. On le disait avec Guillaume, il y avait 3 divisions d'écart. Dinan n'avait pas même l'avantage de jouer à domicile, puisque le match avait lieu à Saint-Malo. On a du mal à comprendre comment et pourquoi le Stade Malherbe a bien pu passer à la trappe. On a du mal à comprendre. Alors, encore une fois, c'est vrai qu'on est peu à avoir vu le match, comme il n'était pas télévisé, il se déroule à l'extérieur. Après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas une élimination qui vient non plus de totalement nulle part. C'est que c'est un nouveau fait qui se rajoute à une dynamique qui est mauvaise depuis plusieurs semaines. Parce que sur les 11 dernières journées de championnat, il n'y a qu'une victoire. Alors, encore une fois, c'était à Toulouse. Et c'était une belle victoire, mais une seule. 5 nuls, 5 défaites. Aujourd'hui, le Stade Malherbe est 12e, avec 2 points d'avance sur la zone rouge. Donc ça fait quand même quelques semaines que le Stade Malherbe boite. Donc là, c'est encore un nouveau coup, parce que quand vous faites éliminer effectivement par un petit, mais on va dire vous jouez le top 5, vous jouez les premiers rôles dans votre championnat, je dis pas que ça passe mieux, mais ça fait un peu moins tâche. Là, c'est que la situation est inquiétante depuis plusieurs semaines.
Et c'est pas ce week-end qu'ils se sont rassurés. Et j'ai l'impression, moi, déjà que l'équipe, elle doutait, ce qui est fort légitime vu ce qu'elle montre sur le terrain. Je pense pas que c'est ce qu'ils ont fait samedi soir qui va les rassurer d'ici Noël. Ouais, effectivement, ça date pas d'hier. Guillaume, on l'évoquait tout à l'heure, vous suivez le Stade Malherbe pour le quotidien Ouest France depuis une quinzaine d'années. Dans votre carrière, est-ce que vous avez déjà vu le Stade Malherbe dans un tel état ? C'est difficile à dire. Franchement, sincèrement, il y a quand même eu des moments... C'est quand même les montagnes russes avec ce club. Donc il y a eu des moments sympas, forcément, mais ça commence à remonter maintenant. C'est quand même ça aussi qui chagrine le plus. Après, il y a quand même eu des moments très bas aussi, des moments de crise réelle, pour le coup avérés, avec une pression monumentale directe par rapport à un sort sportif dans une division. On en est là, on est au mois de novembre. Donc ça me paraît compliqué quand même de dire aujourd'hui que on n'a jamais vu le Stade Malherbe dans un tel état. Moi, c'est difficile de se remémorer tous les moments, tous les coups durs, tous ces moments compliqués. Il y en a eu quand même un paquet. Donc non, moi je pense pas quand même. J'ai vu le Stade Malherbe très très bas, un point de non-retour, total, et encore au-delà de la saison dernière, puisque il y a eu quand même des moments où on avait vu venir la déchéance et la dégringolade. Au début des années, quand le club était redescendu, notamment en Ligue 2, alors c'était en Ligue 1, certes, c'était plus sympa, mais malgré tout, à ce moment-là, notamment quand il descend à Valenciennes en 2012, c'était des moments très 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 compliqués. Donc voilà, je sais pas, on est trop tôt peut-être dans la saison encore pour ne pas pour s'inquiéter, parce qu'il faut s'inquiéter. Mais en tous les cas, pour dire qu'on a touché le fond, oui, là, sur la saison, oui, on a touché le fond, ça c'est clair. Ouais, alors on est tous d'accord pour dire que la situation ne date pas d'hier, ça c'est factuel. Depuis que le Stade Malherbe a été relégué en Ligue 2, on a toutefois l'impression qu'il est emporté dans une espèce de spirale infernale. Quand le club a été racheté par Pierre-Antoine Capton, on s'est dit ça va changer. Quand Olivier Piqueux est arrivé comme président, on a cru aussi que ça allait changer. Quand Stéphane Moulin a été nommé coach, on s'est dit cette fois, ça va vraiment changer. Et pour le moment, force est de constater, Guillaume, que ça ne prend pas. Il n'y a toujours pas davantage de résultats. Il y avait pourtant eu un bon démarrage. Il y avait eu effectivement un début de saison qui aurait pu laisser augurer de bonnes choses avec de l'intensité dans le jeu, avec des intentions. Moi, je trouve quand même que globalement, il y a quand même un peu plus d'intention. On voit un peu plus de choses. Alors évidemment, c'est pas le Pérou. Je suis pas en train de décrire une équipe qui fonctionne et qui n'a pas de réussite et qui, en gros, c'est la faute à pas de chance. Mais c'est vrai que ça s'est délité là. Ce qui est le plus fâcheux, le plus inquiétant, c'est ce sentiment de régression en fait. Alors de régression, les résultats ils sont ce qu'ils sont. Vous savez très bien, on connaît tous suffisamment maintenant aujourd'hui le foot pour savoir que les résultats, il y a une part aussi d'aléatoire, il y a de la réussite, des choses comme ça. Moi, ce qui me chagrine le plus, c'est la régression dans le contenu, justement, dans cette impression que l'équipe ne trouve pas réellement de fil conducteur, que les faiblesses individuelles à tel ou tel poste, ou que certains choix, effectivement, ne portent pas leurs fruits. Du coup, c'est ça, en fait, qui est le plus inquiétant, en fait. C'est qu'on voit pas vraiment par quel bout, dans le contenu, dans la manière et dans la méthode, l'équipe peut relever la tête dans les médias. Ouais, la Coupe de France, c'est donc fini pour le Stade Malherbe. En championnat, Caen est 12e avec 17 points, 2 petits points d'avance sur le barragiste Bastia, 3 sur le premier relégable Amiens. Mathieu, est-ce qu'aujourd'hui le Stade Malherbe en est tout simplement réduit à lutter pour son maintien ? Sur cette saison, je pense que oui, en tout cas pour quelques semaines, voire quelques mois, car en plus cette élimination en Coupe de France, ça va avoir un effet un petit peu pervers, c'est que le calendrier c'est sacrément léger, parce que le 8e tour et les 32e de finale, exceptionnellement, étaient placés avant Noël, donc là il vous reste plus que 4 journées de championnat d'ici Noël justement, donc forcément si vous arrivez à gagner, le club va pousser un grand ouf de soulagement, mais à chaque nouvelle contre-performance, on le souhaite pas, mais si ça arrive contre le Paris FC, derrière vous avez un tunnel de 15 jours sans match, donc pendant 15 jours vous allez ruminer votre situation, vous allez regarder votre classement, vous allez vous dire vous n'êtes pas bien, la pression peut-être va aussi s'accentuer du public, on en dira un mot dans quelques instants, donc c'est assez compliqué, c'est pour ça que du coup le match contre le Paris FC il prend encore plus d'importance par rapport à ça. Ouais, Guillaume, d'après vous, il reste quelle solution aujourd'hui au Stade Malherbe pour inverser cette dynamique ? Les solutions, c'est pas nous qui les avons. Nous, on peut toujours effectivement faire tous les constats qu'on veut. On reste à l'extérieur du club, on n'a pas tous les éléments non plus de compréhension interne
qui peuvent expliquer justement cette sentiment de dégringolade et d'impuissance. Le problème, c'est que c'est Stéphane Moulin qui les a ou qui doit les avoir. Et là, ce qui est un peu inquiétant, effectivement, avec l'entraîneur, alors il ne s'est pas exprimé, donc à chaud, il n'a pas souhaité s'exprimer non plus hier, pour information, puisque nous, on l'a relancé à Ouest France pour savoir s'il souhaitait s'exprimer. C'était pas le cas, c'était toujours pas le cas. Il était resté sur la même ligne. Il a le sentiment qu'il n'avait pas envie de répéter, on va dire, pour la 20e fois, ce qu'il avait déjà dit juste avant, et qu'en gros, il n'y avait pas d'effet à son discours. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il n'a pas voulu s'exprimer? Ça lui appartient. Après, c'est lui qui doit avoir les solutions. Et le problème, c'est qu'on a le sentiment quand même d'une impuissance aussi de l'entraîneur et un peu désabusé. Donc c'est aussi à lui je pense, de lever les doutes par des choix, par une méthode, par des décisions fortes peut-être, pour relancer la chose. Si même l'entraîneur n'y croit pas, ou si même l'entraîneur donne le sentiment de ne pas vraiment y croire, comment les gens sur le terrain peuvent y croire? Moi, ça me paraît compliqué, ça part déjà de là. Alors, je ne veux pas dire par là que c'est l'entraîneur qui est responsable aujourd'hui uniquement et seul de la dynamique et des résultats, mais il est évident que le salut devra passer aussi par une méthodologie et des choix forts de sa part. Ouais, la Coupe de France, ça pouvait être une éclaircie dans la grisaille normande cette saison, ce ne sera pas le cas. Alors, au regard de la dynamique, forcément, la situation commence à se tendre. Des témoins présents au match ont rapporté une altercation entre le président Olivier Piqueux et Olaf, le président du Malherbe Normandie Cop. Certains supporters auraient aussi dit leur façon de penser à quelques joueurs, peut-être de manière aussi maladroite. Guillaume, est-ce que pour le Stade Malherbe, le plus grand risque aujourd'hui, ce n'est pas à force justement de ne pas réussir à réenclencher une dynamique? Est-ce que le risque, ce n'est pas de se mettre le public à dos? On pourra en parler samedi soir de ça. Vous savez très bien comment ça fonctionne. Le foot, ça va vite. C'est un lieu commun de le dire, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que si vous battez aussi, on peut aussi voir la chose positivement et espérer une issue positive samedi. Si l'équipe se relance contre le PFC samedi en réalisant un match solide et même peut-être un bon match, on peut encore l'espérer et en rêver. Les choses vont le public va aussi, le public est versatile, vous savez très bien aussi comment ça se passe. Il suffit d'une petite série pour que les choses soient relancées, alors pas oubliées, rien ne peut s'oublier, mais en tout cas on peut relancer des choses, c'est pas définitif. Donc effectivement on peut avoir ce risque-là et cette crainte du risque dont vous parlez. Si ça se passe mal samedi contre le PFC, oui, ça c'est clair que là ça va devenir compliqué, quoi. Vous savez, le parcours de Caen à domicile depuis le début de saison est quand même assez catastrophique. Donc une nouvelle défaite samedi, ça serait difficile à digérer. Ouais, Stade Malherbe de Caen, Paris FC, ce sera la 16e journée du championnat de France de Ligue 2 et ce sera à suivre samedi soir à 19h au stade Michel Dornano. Mathieu Billot, foot normand. Ouais, on va parler un petit peu d'autre chose, on va essayer de se retrouver un petit peu le sourire en parlant de Canet qui gagne, ou plus exactement d'ex-Canet. Car Guillaume, t'as la chance de ne pas suivre que le Stade Malherbe, mais aussi l'équipe de France. Elle a un peu plus de résultats que notre bonne vieille équipe canaise. Et dans cette équipe de France, qui a validé son billet pour le Mondial au Qatar ce week-end, on retrouve notamment N'Golo Kanté. Comment il va notre ami N'Golo, Guillaume? N'Golo a fait un bon match. Bon, cela dit, assez peu de personnes ont douté du fait qu'il puisse faire un bon match contre le Kazakhstan samedi. Voilà, il a été finalement à son image, en tout cas l'image qu'on lui connaissait par le passé, c'est-à-dire un joueur capable de mettre du rythme, surtout. Quelqu'un qui, par son activité et par sa capacité à récupérer des ballons, impulse le rythme, donne le tempo à l'équipe. C'est en ce sens qu'il est capital pour les équipes dans lesquelles il joue, que ce soit Chelsea ou l'équipe de France, quand il est en forme. Le problème de N'Golo, ça a été celui-là depuis 2 ans, c'est son état de forme. Il était très performant en club sur la fin de saison dernière, mais il s'est cramé totalement justement avec son club à l'Euro. Et du coup, l'équipe de France à l'Euro a été en difficulté aussi parce que N'Golo était un demi-N'Golo, on va dire, par rapport à ce qu'on connaît de lui. Donc voilà, il a eu beaucoup de blessures, beaucoup de pépins. La carrière de N'Golo, elle est stratosphérique parce qu'il avait, vous vous souvenez tous, il a démarré au SM Caen, en tout cas il s'est révélé en pro au SM Caen en 2013. Pendant 5 ans, il a joué quasiment tous les matchs. Il sortait de nulle part ou presque, il n'a pas fait de centre de formation. C'est un joueur qui mise tout sur le physique et sur le volume. Donc forcément, au bout d'un moment,
les choses commencent un peu à tirer sur le corps. Il a 30 ans aujourd'hui, hein. C'est plus un tout jeune. Donc il y avait quelques petits doutes autour de effectivement sa capacité à pouvoir recouvrer la plénitude de ses moyens physiques, ceux de la Coupe du Monde, ceux qu'on avait vu notamment avec l'équipe de France à la Coupe du Monde 2018. Donc voilà, moi je suis assez convaincu que maintenant il sait se gérer un peu plus. Il a aussi appris avec Chelsea et avec ses entraîneurs et les staffs différents avec lesquels il travaille de pouvoir rater des matchs, de pouvoir parfois aussi accepter d'en faire un peu moins. C'est nécessaire, je pense, aujourd'hui pour que ce joueur-là arrive à 100% de ses capacités sur les grands matchs et dans les moments qui comptent. Parce que l'équipe de France aura besoin d'un grand N'Golo si elle veut rebondir au mondial dans un an. Guillaume, dans le groupe de Didier Deschamps, il y a un autre Canet, en la personne de Benoît Costil, un pur Canet celui-là, parce qu'il est né à Caen, il a porté le maillot du club de 1994 à 2009, il y a été formé au Stade Malherbe. On parle évidemment de Benoît Costil. Guillaume, c'est quoi la place de Benoît Costil dans la hiérarchie des gardiens français aujourd'hui? On a le sentiment que la hiérarchie est un petit peu floue, en fait, derrière le numéro 1 et capitaine Hugo Lloris. La hiérarchie n'est pas floue à partir du moment où Mike Maignan est disponible. Alors Mike Maignan est blessé à la main là, donc il est forfait sur ce rassemblement. Donc du coup effectivement il n'est pas là. Le numéro 2 est le successeur de Lloris, c'est probablement le successeur de Lloris après la Coupe du Monde dans un an, ce sera Mike Maignan qui est en pleine progression. Donc ça c'est assez clair. Après effectivement le numéro 3 c'est un peu plus vague et c'est effectivement un peu plus flou. Là sur ce rassemblement là il y a Areola qui a été rappelé, et Costil donc qui est là à nouveau comme au mois de septembre. Donc sur le mois de septembre c'était Costil le numéro 3. Là c'est pas clair. Là c'est pas très clair. Deschamps a refusé d'en parler, a refusé d'être aussi assez net sur ce dossier, ce qui est un peu surprenant d'ailleurs, parce qu'on voit pas où est l'enjeu majeur quand même de faire des cachotteries à ce sujet-là. Voilà, c'est vrai que c'est assez flou. Donc Benoît, dans cette perspective-là, par rapport au mondial, est-ce qu'il peut aller au mondial en tant que numéro 3 ? Peut-être, c'est possible. C'est vrai que c'est compliqué avec lui à Bordeaux aussi. Il fait un bon début de saison avec les Girondins au niveau de ses perfs personnels. Le problème c'est que c'est une équipe qui prend beaucoup de buts, les Girondins, avec une équipe quand même très moyenne. Donc ça l'aide pas non plus. Voilà, c'est potentiellement un numéro 3 pour le mondial, mais il n'y a pas vraiment de gardien qui se dégage en France aujourd'hui quand même derrière Maignan et Lloris. Et on suivra évidemment tout ça avec attention. 34 ans, Benoît Costil, belle longévité quand même pour le Canet. Très belle carrière au plus haut niveau, puisqu'il est encore effectivement avec le groupe France aujourd'hui. Merci beaucoup Guillaume Lenné d'avoir été l'invité du débrief avec Radio VFM et Foot Normand ce lundi. On rappelle que toute l'actualité du Stade Malherbe et de l'équipe de France, c'est à lire tous les jours évidemment dans les colonnes de Ouest France et sur ouestfrance.fr. On se retrouve à Dornano samedi pour Caen PFC. Ce sera peut-être un petit peu moins glamour que l'équipe de France, Guillaume, mais on y sera. Tout à fait. Merci infiniment Guillaume, belle semaine et à très vite évidemment au Stade d'Ornano pour parler du Stade Malherbe. C'était la partie consacrée au Stade Malherbe de ce débrief. Mathieu, la troisième partie. Vous en avez pris l'habitude désormais, on parle du foot en région ce week-end. Bien évidemment, focus sur la Coupe de France, on se retrouve dans un instant. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand.